L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index sur Radio Québec Plus. Lorsque Amir Khadir avait annoncé son nom en nous disant qu'elle allait le remplacer à Mercier, cette nouvelle avait fait le buzz sur les réseaux sociaux et tout le monde s'est mis à chercher son nom. Qui est cette jeune fille? Pour ceux et celles qui ne la connaissaient pas. Les autres, qui la connaissent depuis longtemps, savent qu'elle est bien présente dans le domaine du militantisme depuis très très longtemps, malgré son jeune âge. On l'a avec nous ce soir, Rouba Razal, comme on dit au Moyen-Orient, et avec elle, nous allons passer plusieurs minutes à discuter de sa candidature, de ses projets et de sa personne aussi. Alors Rouba, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Très bien, donc on commence comme ça. Vous êtes quand même bardée de diplômes, vous êtes une femme d'affaires. Qu'est-ce que vous venez chercher en politique? Moi, en fait, je dis toujours que j'ai une double vie, c'est-à-dire depuis 15 ans que ça dure. J'ai fait une maîtrise en environnement, un bac au HEC en comptabilité. Après ça, j'ai poursuivi en environnement. Je dis toujours que j'ai fait un bac au HEC parce que c'est le côté un peu insécure de mes parents. Il faut que je trouve un bon emploi, mais j'aimais ça aussi. Puis après ça, en environnement, parce que c'est mon côté un peu plus militant. Je voulais protéger notre monde, protéger l'air, protéger notre terre. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une maîtrise en environnement. Et tout de suite après, j'ai toujours eu ça en moi. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne viens pas d'une famille politisée, contrairement à la famille d'Amir. Mais j'ai toujours eu l'engagement. J'avais envie de m'impliquer dans ma société. Pas juste avoir un bon emploi, travailler et tout ça. Et à l'époque, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Françoise David, qui était beaucoup dans... En fait, elle a été présidente de la Fédération des femmes du Québec. Et elle a décidé un jour de fonder un mouvement politique. J'ai dit, tiens, j'ai lu ça dans Le Devoir. J'ai dit, j'avais mon emploi à l'époque chez Bombardier comme responsable de l'environnement. Et j'ai dit, tiens, moi, cette femme, elle m'inspire. Je vais aller m'impliquer avec elle, voir ce que c'est. Donc, je suis allée seule, sans réseau. Puis, j'ai commencé à m'impliquer petit à petit. Et ça, ce que je vous dis, c'est à peu près en 2003. Donc, il y avait le mouvement Option citoyenne. Et ça a continué mon implication jusqu'à la création du Parti Québec solidaire, où j'ai été présente, et jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis présentée même à 2 reprises aux élections 2007 et 2008 à Laurier-Dorion. C'est ça, donc vous avez déjà à 2 reprises et bien évidemment, c'est pas toujours facile de se faire sa petite place, c'est pas toujours facile de gagner en politique, ça prend des équipes, des troupes derrière nous, etc. Des militants. Des militants, oui, mais ça prend aussi des électeurs qui vont sortir le vote au jour du vote, donc c'est très complexe, c'est pas seulement la qualité de la candidate ou du candidat, c'est pas ça, ni d'ailleurs le parti pour lequel, ou sous la bannière duquel on va se présenter aux élections. Mais là, pour Mercier, comment ça se passe? Est-ce que c'est Amir qui vous appelle, qui vous dit moi je vais partir et j'ai pensé à toi? Est-ce que c'est vous qui étiez déjà là depuis très longtemps et vous avez déjà
une petite option sur cette circonscription-là ou comment ça se passe? En fait, pour la circonscription elle-même, moi, c'est sûr que, je veux dire, j'étais impliquée depuis longtemps. Dans les dernières années, je veux dire, j'étais présente dans le parti, j'ai toujours été membre et tout ça, mais j'étais peut-être plus, je donnais plus de temps à mon travail, à ma vie personnelle, mais j'ai toujours été impliquée. Et puis, en fait, Amir m'a appelé au début de l'année, puis il m'a dit, Ruba, je vais quitter. Moi, vraiment, ça m'a fait comme un choc. Québec solidaire, pas de Amir. Déjà, François, ça a déjà été quelque chose. On est très content d'avoir Gabriel Nadeau-Dubois qui l'a remplacé dans Gouin. Mais pour Amir, c'est comme, waouh, c'était vraiment quelque chose. Puis quand il m'a dit, Ruba, nous, on veut quelqu'un de la base, quelqu'un qui a été impliqué depuis longtemps. On veut quelqu'un, une femme, on voulait aussi une femme de conviction. Et j'ai pensé à toi. Donc, est-ce que tu étais intéressée? Moi, au début, je me disais, ben là, je veux dire, c'est sûr que moi, dans ma vie, dans mon cheminement, j'allais me représenter une autre fois. Je ne savais pas quand j'allais le faire, est-ce que c'était ces élections-là, mais dans ma tête, c'est sûr que ça me travaillait. Puis, c'est venu, il m'en a parlé, puis j'ai dit, ben, il faut prendre son courage à deux mains. Je veux dire, si on est de conviction, on milite dans un parti, ben, c'est aussi pour prendre le pouvoir un jour, pour aller à l'Assemblée nationale. Puis, même si je trouvais que les chaussures à chausser d'Amir sont très grandes, et je m'en rends compte vraiment de plus en plus, c'est une grosse, grosse responsabilité, ben, je me suis dit, dans ma vie personnelle, dans mon travail, ça tombait bien, puis j'ai pas hésité, puis j'ai accepté. Très bien. On va revenir un peu en arrière, parce que c'est ça qui est un peu aussi très important dans votre cursus, c'est que vous êtes né à Beyrouth, au Liban. Oui. Vous êtes de parents palestiniens. D'origine, oui. Et je l'ai appris rien que tout à l'heure, donc ce ne sont pas des Palestiniens qui étaient dans un camp de réfugiés palestiniens, non, mais des Palestiniens donc, qui vivaient normalement au Liban, dans un quartier normal. Entre guillemets, ouais. Oui, entre guillemets, parce que les conditions sont extrêmement difficiles pour les gens qui vivent dans les camps de réfugiés. Oui, bien sûr. Vous arrivez ici donc à l'âge de 10 ans, vous-même vous dites, je suis un enfant de la loi 101. Tout à fait. Et justement, en parlant de la loi 101, on parle généralement, quand on parle des gens qui sont issus des minorités visibles, des minorités culturelles, etc., que, surtout quand on voit ce que la CAQ présente ces derniers temps avec la francisation, etc., et on a l'impression que la langue française serait menacée par ces nouveaux arrivants. Or, ce n'est vraiment pas le cas parce que les enfants de ces gens-là, moi-même j'ai de la difficulté à apprendre l'arabe à mes enfants parce qu'ils sont tout le temps à l'école ou au CPE. Exactement. Quel est justement être enfant de la loi 101, ça signifie exactement quoi pour vous? Ben, c'est ça, moi quand je suis arrivée ici, évidemment de parents palestiniens, je parlais pas le français. Donc je suis arrivée, j'étais dans une classe d'accueil. C'est dans cette classe-là, dans ces écoles-là que j'ai appris à aimer le Québec, à m'intégrer, à ajouter cette nouvelle culture à à ma culture d'origine, héritée de mes parents, et aussi à ma langue maternelle qui est l'arabe. Donc, moi, je me rappelle, au début, j'avais un peu de difficulté. Peut-être la première année, après ça, j'étais en 6e année, première année de secondaire, mais je me rappelle très bien. Quand j'étais en secondaire 2, où mon professeur de français, à la fin de l'année, en fait, c'était peut-être plus secondaire 3, il faisait le tour de la classe. Et moi, j'étais parmi les plus excellentes parce que j'ai appris le français selon la base. Souvent, quand on l'apprend, par exemple, à la maison, on va faire des erreurs, les erreurs de nos parents, même si on sait qu'il faut prononcer les choses de cette façon-là ou il faut les écrire. Moi, je considère que mon français est excellent parce que c'est une langue un peu apprise un peu plus tard. C'est pas la langue maternelle, puis je la parle parfaitement et je l'adore. Puis je l'ai appris vraiment, je l'ai apprise ici. Donc moi, la question de la menace, au contraire, la loi 101, elle a été faite pour protéger vraiment, je veux dire, la langue française au Québec. Pas seulement contre, par exemple, on peut penser que c'est des immigrants, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui finissent le secondaire, québécois de souche, puis qui veulent faire leur cégep en anglais, par exemple. Ils veulent continuer en anglais. Donc, on peut pas dire que c'est une menace. Surtout, peut-être que c'est pas mon cas, il y a beaucoup d'immigrants, Amir en est un exemple, qui viennent au Québec et ils parlent déjà le français. Donc, ils viennent avec leurs accents, avec leurs couleurs. Donc, ils viennent ajouter, puis ils sont déjà des francophiles. Donc, moi, ce discours de la peur, c'est une horreur pour moi, surtout quand une campagne électorale approche. Puis ça met dans l'esprit des gens qui écoutent, qui ne côtoient pas d'immigrants, qui sont peut-être dans d'autres régions un peu plus éloignées, qui ne sont pas en contact avec les immigrants. Tout ce qu'ils entendent, c'est leur élite politique qui va parler de cette façon où les immigrants qui viennent d'ailleurs viennent nous menacer. Je veux dire, eux, dans leur esprit, qu'est-ce que c'est en train de faire? C'est en train juste de semer de la division inutile parce que ce n'est pas la réalité, ce n'est pas vrai.
Au contraire, on apprend la culture. Il faut faire aimer cette langue et non pas seulement imposer les choses, puis créer ce discours de la division. C'est pour ça que je suis à Québec solidaire, parce que c'est un des partis qui est justement, malgré, il ne répond pas à ce chant des sirènes, puis à ses peurs. Il va falloir vous préparer là-dessus, parce que je crois que ça va être l'un des enjeux des élections. Malheureusement. Justement, la langue et l'immigration, etc. Mais en même temps, là, ce qu'on a vu, vous êtes une enfant de la loi 101, mais votre apprentissage de la langue, il n'est pas resté seulement au niveau linguistique. Non, il est allé beaucoup plus loin que ça, et vous êtes aujourd'hui dans une formation souverainiste. Oui. et ça aussi, c'est très important, parce que plus souvent qu'autrement, on est un peu porté à croire que tous les gens issus des minorités sont des fédéralistes convaincus. Ils ne veulent pas détruire le Canada. Mais vous, là, vous êtes dans une formation souverainiste. Vous êtes de gauche, donc... Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est sûr que, par exemple, quand je suis arrivée, je n'étais pas déjà québécoise, je venais d'ailleurs. Donc, la construction de mon identité québécoise s'est faite petit à petit, à travers les années. Et moi, je m'intéresse beaucoup, évidemment, à la culture, à la littérature, à l'histoire. Donc, ça a fait en sorte que j'ai beaucoup regardé des films dans les années 70. Est-ce que vous êtes devenu souverainiste, vous? Je le suis devenu, absolument. Voilà. Ah, absolument, je suis devenue souverainiste. Mais au début, par exemple, il y avait, en fait, avant d'atteindre la majorité, je l'étais pas, mais j'ai jamais eu, de mon âge, j'ai jamais eu à voter, par exemple, pour le référendum ou pas. Demain, il y aurait un référendum où il y aurait une assemblée constituante. Moi, je serais pour la souveraineté. Tout à fait, absolument. Ça, c'est sûr pour moi. Je n'ai pas peur de ça parce que j'ai confiance en la culture québécoise. Je trouve qu'on est dans un pays, et ce que j'aime, c'est un peu une société un peu plus petite. Donc, une des causes, j'ai fait une maîtrise en environnement, puis une des causes aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est la cause environnementale. Puis, par exemple, on regarde ce qui est en train de se passer en Colombie-Britannique, où est-ce qu'il y a des pipelines, il y a le projet de Trans Mountain, une compagnie où les gens, la population de cette province-là refuse d'avoir... Eux autres, ils ont tous décidé, puis leur gouvernement, d'avoir des pipelines qui passent là parce qu'ils ont peur de contaminer leur cours d'eau, parce qu'il peut y avoir des déversements. Mais le gouvernement d'Ottawa, parce qu'on est dans une fédération, il leur impose un projet contre leur volonté. Et moi, je me dis, si par exemple, on veut, en tant que nation, parce que là, même si on n'est pas un pays, c'est reconnu que le peuple québécois constitue une nation de tous ses membres, c'est pas, peu importe leur couleur, leurs origines. Eh bien, si on a envie, par exemple, de ne pas avoir des pétrolières de plus en plus, on veut aller vers des énergies renouvelables, des énergies du 21e siècle, bien, on a besoin de tous nos pouvoirs. Puis, en tant que province, qui est notre statut actuel, on n'a pas amplement nos pouvoirs parce que le fédéral pourrait imposer des politiques qui viennent à l'encontre de la volonté populaire. Donc, en tant que pays, c'est pas uniquement la langue, la culture, il y a tout cet aspect-là, mais il y a aussi, puis l'histoire, évidemment, il y a aussi l'histoire qu'on décide quelque chose, bien, on va avoir notre souveraineté. C'est ça qui est beau, la souveraineté, l'indépendance. En tant que Palestinienne, c'est ce qu'on veut. On veut un pays, on veut être souverain, on veut être indépendant. C'est ce que vous avez fait le jour de l'annonce de votre candidature à l'investiture. Vous avez fait ce lien entre le Québec et la Palestine. Vous avez dit donc ce sont deux nations qui ont à cœur donc de prendre en charge un peu leur destinée. Leur destinée. Ils ont eux-mêmes à déterminer. C'est l'autodétermination des peuples qui est un principe reconnu mondialement. Donc, c'est à eux, c'est au peuple de déterminer quelle sera sa destinée. Donc moi, c'est sûr que je suis pour la souveraineté, mais il y a la démocratie. Donc il faut que ça soit fait dans un processus démocratique. Et si tout le monde ensemble, on décide qu'on veut faire un pays, ben moi, c'est sûr que je vais militer pour cette option-là, mais il faut que ça soit fait sur une base démocratique. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute, il faut qu'il y ait un grand débat social. Je crois toujours, évidemment, c'est l'autodétermination des peuples dans un débat démocratique. Qu'est-ce que vous répondez aux détracteurs qui disent que les solidaires, c'est des hypocrites de la souveraineté? Ce ne sont pas réellement des gens qui sont convaincus par cette souveraineté-là, ce sont des gens qui sont beaucoup plus proches de leurs idées de gauche que de la souveraineté, qui seraient capables de s'allier avec les gauchistes canadiens
que la souveraineté, ce n'est pas une priorité pour vous? En fait, dans la déclaration de principe de Québec solidaire, c'est très, très bien écrit. On est souverainiste comme on est féministe, comme on est écologiste. Donc, ça, c'est comme on est pour l'inclusion sociale. Donc, la souveraineté, c'est vraiment un principe qui est écrit. Et puis, en fait, il y a des membres. En fait, souvent, c'est qu'on veut toujours faire une hiérarchie, parce que c'est le Parti québécois un peu qui nous a habitués à ça. La souveraineté, c'est leur article 1. À Québec solidaire, c'est pas l'article 1, la souveraineté. Pour moi, faire la souveraineté pour après ça rejeter nos minorités, pour après ça avoir plus de pétrolières et de pipelines et polluer, ben ça m'intéresse pas. Pour moi, les deux sont liés. Il n'y a pas un en dessous de l'autre. Pour les deux projets, le projet de société, le projet social, d'avoir plus d'égalité, le bien commun, protéger notre environnement, protéger les acquis sociaux, les droits sociaux, c'est lié à la souveraineté. Donc, c'est pas un est plus important que l'autre. Parmi nos membres, il y a des gens, par exemple, récemment, c'était l'année passée, il y a eu la fusion avec Option nationale. J'ai été au Conseil national de Québec solidaire la fin de semaine passée. J'ai rencontré des membres d'Option nationale. Il y a un collectif aussi, Option nationale. Donc, eux, c'est sûr que peut-être, je veux dire, s'ils sont dans Québec solidaire puis ils croient à la souveraineté, ils étaient dans un parti souverainiste, c'est parce qu'ils voient qu'à Québec solidaire, la souveraineté, c'est pas juste un truc hypocrite, c'est vraiment un principe fondamental. Mais pour moi, c'est vraiment lié au projet social. En tant que militante de Québec solidaire, est-ce que vous étiez pour la convergence avec le PQ? En fait, moi, c'est ça, c'est que j'étais pas dans une instance. C'est ça. Moi, j'étais pas dans une instance pour pouvoir voter, donc j'étais pas impliquée dans ce débat quand il a eu lieu. Vos convictions à vous? Moi, personnellement, en fait, si on regarde, par exemple, aujourd'hui, le Parti québécois, souvent on dit « Ah, le Parti québécois, nous, on prend leur vote et tout ça. » Non, non. Il y a des gens qui regardent Québec solidaire et ils croient à Québec solidaire comme parti. C'est pas « on est déçus du PQ, donc on vote Québec solidaire » ou « on ne veut pas diviser le vote, donc on vote Parti québécois ». Le Parti québécois n'est pas un parti dans lequel je me reconnais, pas du tout. Peut-être dans les années 70, où je suis née à la fin des années 70, oui, c'était un grand parti. Celui de René Lévesque, oui. J'aurais probablement milité avec ces gens-là. Mais aujourd'hui, c'est une coalition gauche-droite. Il y a un discours identitaire qui arrive, qui je ne me reconnais pas. Donc, moi, personnellement, pourquoi est-ce que j'aurais plus à me poser pour le Parti québécois que le Parti libéral ou que la CAQ? C'est un autre parti dans lequel je ne me reconnais pas du tout. Très bien. Alors, je reviens à une de vos déclarations qui a été rapportée par Le Devoir. Vous dites « Je suis féministe et j'ai fait ma place dans un milieu d'hommes et je souhaite que d'autres me suivent. » Les autres, est-ce qu'on parle des femmes issues des communautés culturelles ou toutes les femmes? Toutes les femmes et aussi les femmes issues des communautés culturelles. Donc, en fait, moi, c'est ça, j'ai toujours travaillé dans des usines, comme je disais, dans des shops, parce que je suis une fille de terrain. Je me dis, je suis en environnement, j'ai aussi un certificat en santé et sécurité au travail que j'ai eu en 2012. Donc, j'allie les deux, santé, sécurité et environnement. Puis, je me dis, je veux être là où il y a, par exemple, des risques à l'environnement pour vraiment poser des gestes, mettre en place des programmes qui vont faire une réelle différence pour la santé et sécurité. Donc, j'ai toujours été... Puis, juste récemment, dans des réunions, souvent, je me trouve la seule ou peut-être on est 2-3 dans un groupe de beaucoup. Donc, pour moi, quand je parle, je suis féministe, c'est pour toutes les femmes, mais c'est certain que quand on me regarde, je veux dire, on voit, même si je me définis comme québécoise, on voit quand même mes origines et ça me ferait le plus grand plaisir que d'autres femmes d'origine immigrante disent « Ah, moi aussi, je peux faire n'importe quel emploi si je le désire et moi aussi, je peux aller en politique si je le veux, je peux aller dans les usines si je le veux et je peux faire ma place. » Au-delà des questions de la parité ou du droit même des femmes d'être présentes en politique, etc., selon vous, qu'est-ce que les femmes pourraient apporter de plus à la politique? Parce qu'il faut bien le dire, jusqu'à présent, ça a été dominé, mais alors là, outrageusement et largement par des hommes. Encore aujourd'hui, on a des reculs des fois dans la proportion, absolument, dans la représentativité. Mais il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de voix qui disent peut-être qu'une forte présence des femmes, ça va changer la donne, ça va nous amener... Mais ça va changer quoi exactement? En fait, supposons que ça change quelque chose. C'est sûr que pour moi, je trouve que ça change quelque chose, mais juste par question d'équité, de principe. Mais au-delà de ces questions d'équité, etc., de principe, quel est il faut le qu'il plus y ait... qui va vraiment distinguer l'histoire du Québec, on va dire, à partir de cette année-là? On a eu plus de femmes et regardez qu'est-ce qu'on a comme... je ne parle pas seulement de la diversité, de l'équité. Qu'est-ce que les femmes peuvent apporter? Je vous donne un exemple. Par exemple, quand il y a eu Valérie Plante, que personne ne connaissait,
Moi, je la regardais, cette femme, elle est de ma génération, je me disais, waouh, je me vois à la télé. C'est-à-dire, comme quand je la voyais, je vois une femme comme moi, comme une femme, par exemple, début quarantaine, puis qui, elle, se présente à la mairie. Mais ça donne un exemple pour quelqu'un comme moi, parce que c'est pas toujours la même image du politicien formaté, d'une certaine, par exemple, clique qui se présente. Il y a cet aspect-là que ça donne l'exemple, mais aussi peut-être, je ne sais pas, ça dépend des femmes. Je veux dire, je ne veux pas généraliser. C'est déjà très important. Il y a des femmes, c'est ça, mais juste la représenter. Pour moi, l'équité, c'est important. Mais des fois, il y a des femmes, mais c'est pas toujours le cas. Il ne faut pas généraliser. Toutes les femmes sont comme ça. Peut-être qu'elles vont être plus rassembleuses, plus consensuelles. Je vais parler du milieu du privé que je connais. Il y a eu des études qui ont démontré que sur les CA des entreprises, quand il y a peut-être sans avoir 50%, mais une majorité importante, disons 30% et plus de femmes, eh bien, ces entreprises-là sont plus profitables. Donc, peut-être qu'il y a une façon de gérer des femmes qu'il faut apprendre. Mais moi, des fois, ce que je dis à la blague, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se pose même pas la question, puis j'aimerais ça que des fois, il y ait des femmes qui soient même incompétentes. Elles ont droit, elles aussi, à l'incompétence, comme tous les hommes. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'elles soient parfaites, puis qu'elles amènent la politique dans un endroit vraiment au-dessus des nuages, puis c'est des anges? Non, non. Je veux qu'il y ait des femmes incompétentes, comme tous les hommes. Le jour où je vais avoir des femmes incompétentes, je vais me dire, on a atteint la parité, on va arrêter d'en parler, puis ça va rentrer dans les mœurs. C'est parfait. Vous avez tout à fait raison de réclamer la présence de ce genre d'incompétence. Mais là, vous avez bien souligné quelque chose, c'est que toutes les femmes qui ont été formées par HEC, ça remonte maintenant, les femmes qui sortent avec des diplômes d'HEC, elles sont présentes, mais ça remonte à plus de 20 ans. Mais quand on regarde le nombre de femmes présentes au sein des grandes entreprises, c'est toujours... Ça demeure toujours dans une certaine élite, une certaine partie de la population. C'est ça, on est encore en train de vivre des premières. Il n'y a pas beaucoup de femmes, par exemple, qui sont à la tête de grandes entreprises ou dans les conseils d'administration, mais on vit des premières. On a une première en 2017, mairesse de Montréal. On a une première ministre il y a quelques années avec Pauline Marois. On est encore en train de vivre les premières, puis c'est ça, on est encore au début. Parlons maintenant un peu de la circonscription de Mercier. C'est quand même un énorme défi pour vous. Est-ce que vous avez cette crainte de perdre Mercier? Et ça serait parce que c'est un peu comme un château fort de QS. En fait, moi, ce que je dis, c'est que, puis je l'ai dit aussi dans ma conférence de presse, je prends vraiment rien pour acquis parce que je reconnais, je suis à Québec solidaire, on n'a pas de château fort. Amir a gagné il y a 10 ans, c'était le premier solidaire qui est allé à l'Assemblée nationale. Puis 10 ans plus tard, il faut que ça veut dire que j'ai déjà commencé, premièrement, parce que je ne suis pas un visage connu, à me faire connaître par les militants de Mercier, par les membres. Donc, je fais des appels j'ai quelques personnes aussi, une équipe formidable qui m'aide, et on fait des appels aux membres pour qu'ils apprennent à me connaître. Je commence avec les membres parce qu'il n'y a pas encore une investiture, ça va être le 21 juin. Après ça, c'est sûr qu'il va y avoir du porte-à-porte. Je vais aller, puis j'ai déjà commencé à Mercier. Il y a eu des assemblées publiques, il y a toute la question de la gentrification qui est déjà malheureusement comme très entamée, puis qui a vraiment un impact négatif sur les logements, le prix des logements qui sont très, très chers. Puis donc, j'ai déjà commencé à participer à des assemblées publiques organisées par le comité citoyen du Myland, parce que Mercier, c'est Myland Plateau. Et j'ai déjà commencé à être sur le terrain. Puis moi, je suis une fille de terrain, c'est ce que j'ai fait il y a 10 ans, c'est ce que je fais dans mon travail, d'être présente, que les gens me voient, que je leur dise qui je suis pour qu'ils apprennent à me connaître et plus tard aussi pour voter pour moi. Donc, je prends rien pour acquis. Et je vais travailler, en fait, je suis consciente de la responsabilité que j'ai de, premièrement, suivre Amir, c'est pas rien, c'est des grandes chaussures à chausser. Puis après ça aussi, de me faire connaître auprès de la population, de me faire adopter, puis aussi de porter leurs enjeux qui sont aussi les miens. Donc, je vais travailler fort. Je ne suis pas là à moitié. Je suis là totalement sur le terrain avec les gens pour gagner cette circonscription. Et les militants de Mercier, ils ont jusqu'au 6 juin pour se porter candidat à l'investiture. Elles ou eux aussi, donc à l'investiture.
Mais après le 6 juin, s'il n'y a personne qui se présente... Je continue à faire campagne parce que le 21 juin, c'est là, le 21 juin, où est-ce qu'on invite les membres à une assemblée d'investiture, où est-ce qu'ils vont venir voter. Puis à Québec solidaire, on est démocratique. On ne fait pas « Ah, il n'y a personne qui se présente, donc je vais être élu d'emblée ». C'est pas du tout comme ça. Il y a moi ou il y a la chaise. C'est-à-dire les gens peuvent voter pour moi ou la chaise vide. J'espère qu'ils vont voter pour moi. Et si on vote pour la chaise vide, qu'est-ce qui arrive? Honnêtement, c'est jamais encore arrivé. C'est tout à fait possible. C'est jamais arrivé. J'espère que je ne ferai pas une première. Non, vous ne serez pas la première. Dernièrement aussi, on a tous été touchés, interpellés par les événements tragiques et vraiment horribles qu'on a vus à Gaza. Il n'y a pas de neutralité possible quand on voit des images comme ça. Ce n'est même plus une question d'appartenance culturelle. Donc on se sent un peu interpellé, on est vraiment scandalisé. Mais j'imagine qu'on est encore plus scandalisé quand on connaît l'histoire de ce peuple-là et quand on est nous-mêmes issus de ce peuple-là. C'est ça, moi je viens en fait d'une famille, ma grand-mère qui est encore longue vie à ma grand-mère, Inch'Allah, ma grand-mère qui, elle avait 16 ans en 1948 quand elle a donc quitté la Palestine avec sa famille. Et en fait, mon arrière-grand-père, eux autres, ils pensaient qu'ils allaient au Liban à cette époque-là, en 1948. Ils allaient tous les étés parce qu'il c'était plus frais au Liban. Donc, ils pensaient qu'ils allaient être retardés, qu'ils allaient rester là plus longtemps à cause des troubles. Mais quand mon grand-père, en fait, mon grand-père est devenu paralysé, mon arrière-grand-père est devenu paralysé de la moitié du visage quand il a appris qu'il n'y aura pas de retour. Ça fait partie de mon histoire familiale. Donc, aujourd'hui, il y a certaines personnes, Amir a fait une sortie aussi sur la question de la Palestine, de tout ce qui est en train de se passer à Gaza, où est-ce que les gens manifestent contre le fait que l'Assemblée, contre le fait que l'ambassade américaine soit maintenant à Jérusalem, alors que partout, je veux dire, les gens ils sont contre ça parce qu'on ne veut pas toucher à Jérusalem tant si longtemps qu'il n'y aura pas d'État palestinien. On dit que on dit Nakba, et Nakba. Il y en a qui disent ce n'est pas une catastrophe, la création d'État d'Israël, on ne peut pas qualifier ça de même. Mais moi, ce que je dis, c'est que la catastrophe, on l'a vécu dans ma famille, dans sa chair. C'est comme ça qu'elle l'a vécu. Pas pour les Israéliens, mais pour les Arabes. Oui. Exactement. Pour les Arabes, ça a été vécu. Et encore aujourd'hui, ma famille ont fait le choix, mes parents ont fait le choix de vivre ici, mais j'ai encore des cousins et des cousines palestiniens qui vivent beaucoup au Liban, mais ils ne peuvent pas exercer tous les métiers qu'ils veulent. Leurs droits ne sont pas reconnus, malheureusement, dans ces pays-là. Donc, ils vivent encore les conséquences de cette catastrophe dans leur vie quotidienne. Et moi aussi, je la sens. Puis moi, ce que je trouve le plus honteux là-dedans, on dit que le Canada, c'est un pays ouvert, c'est un pays... Mais ce que je trouve honteux, c'est la réaction d'Ottawa, où est-ce qu'on n'était pas capable de critiquer Israël et ce qu'ils étaient en train de faire à tuer des gens avec des balles réelles. Et après ça, ils l'ont fait un petit peu de façon tellement timide. Moi, je trouve ça honteux parce que, comme vous l'avez dit, c'est au-delà de l'appartenance, c'est le drame humain derrière ça. On n'est pas obligé d'être palestinien, d'être arabe pour comprendre. Ça, c'est la situation humaine qui est intenable, qui est invivable pour ces gens-là. Très bien. Donc, Rouba, qu'est-ce qui reste à faire maintenant à Mercier pour que, aux prochaines élections, donc générales, vous devenez la nouvelle tête d'affiche? Je le souhaite, mais je continue. Je le dis dans ma conférence de presse, les gens vont être tannés, ils ne me connaissent pas, mais ils vont être tannés de me voir et j'ai déjà commencé. Donc, c'est être vraiment, participer aux enjeux, être présente sur le terrain, être là sur des enjeux pour lesquels les gens, c'est important pour eux. Je parlais de la gentrification, je parlais de toute la question environnementale, il y a des îlots de chaleur, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Donc, c'est être présente, me faire connaître, leur parler. Et je suis très, très contente que durant tout ce temps-là et durant la campagne électorale, je vais avoir Amir à mes côtés et je vais avoir son appui. Très bien. Rouba Ghazal, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui partager avec nous tous ces détails, toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Ramadan Karim pour tout le monde. Pour tout le monde. Et puis, on vous souhaite plein de succès dans ce que vous allez faire. Je sais que ça ne sera pas facile. La politique, c'est quand même dur. Il ne faut jamais rien prendre pour acquis. Mais si vous êtes une enfant de la loi 101, vous avez la coin dure, là. Comme oui. Tous les Québécois. Okay. Exactement. Allez, merci à vous. À la prochaine. Au revoir. Thank you.
L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. L'Index. Un retour sur l'actualité qui a marqué votre semaine. L'Index, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus.